Bonsoir. En ces temps de morosité et d'inquiétude, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous êtes les dépositaires d'un trésor immense, d'un trésor qu'il vous appartient de faire vôtre et de transmettre, mais peut-être que vous l'ignorez. Et si vous l'ignorez, vous avez des excuses, car le trésor dont nous allons parler a été longtemps méprisé, galvaudé. Ce trésor, c'est le trésor des humbles, c'est le trésor des pauvres, c'est le trésor de la littérature orale. Cette expression paradoxale désigne l'ensemble des textes qui se sont transmis par le pouvoir de la parole, de génération en génération, de la bouche à l'oreille, de siècle en siècle, et parfois de millénaire en millénaire, car il est des textes qui ont déjà plusieurs millénaires d'existence. Des contes qui ont été, par exemple, retrouvés sur des tablettes exhumées des sables chaldéens ou sur des papyrus égyptiens. Alors la littérature orale, qu'est-ce que c'est ? C'est l'ensemble des contes, des mythes, des légendes, des proverbes et des dictons, des devinettes, des formulettes, des prières, des chansons populaires, bref, l'ensemble de ces textes qui nous viennent d'ailleurs et de plus loin que nous et qui nous inscrivent, vous le voyez, dans une mémoire longue qui est celle de l'humanité, car on peut penser que ces histoires ont permis, dès les premiers temps, d'apprivoiser la peur. D'apprivoiser, par exemple, la peur que le soleil ne revienne pas, que la nuit ne finisse jamais. Donc, de ces histoires dont nous avons hérité, eh bien, on a voulu, pendant longtemps, faire une sorte d'art de l'enfance, ou plus exactement de l'enfant ignorant à cause de son âge, du peuple ignorant de par sa condition, alors que si la littérature orale est un art de l'enfance, c'est qu'elle est au nombre des arts premiers, c'est qu'elle participe d'une enfance qui est celle de l'humanité. Alors je vous ai dit que ce trésor pouvait être vôtre, qu'est-ce que vous pouvez y trouver ? D'abord, un tissage qui est un tissage extrêmement complexe des fils de la mémoire, car la littérature orale joue sur différentes modalités du temps. Il y a le temps mythique, le temps des origines, radicalement coupé du nôtre, le temps de la Genèse, vous savez bien, le temps où l'Esprit de Dieu planait sur les eaux, mais aussi, dans nos récits, le temps où les bêtes parlaient. Il y a le passé indéfini du conte merveilleux. Il était une fois. Once upon a time, es war einmal. Sous toutes les latitudes, nous avons des expressions équivalentes de ce passé indéfini qui nous situe déjà dans le temps de la fiction. Il y a le temps historique, mais d'une histoire qui est celle de la société qui raconte. Cette histoire peut laisser dans l'ombre des siècles entiers pour ne retenir que des faits saillants. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée pendant l'année de la Grande Peur. Vous savez bien, me dit un montagnard, pendant l'année où les femmes et les enfants se sont réfugiés dans les cavernes de la montagne. Mais on aurait du mal à situer cette année de la Grande Peur qui se confond avec des souvenirs de guerre, de famine, d'insurrection et qui unit toutes les peurs. Il y a le temps familial tellement important dans la transmission de la mémoire. Le grand-père de mon grand-père a vécu cela. Et ce temps familial va permettre la transmission de récits qui sont fondateurs pour la mémoire de la famille qui raconte, un trésor partagé. Et puis, il y a le temps personnel. Le temps personnel qui est toujours une évocation nostalgique de la jeunesse du récitant. De mon temps. Et vous savez bien ce qui va suivre. De mon temps, les filles étaient sages, les hommes étaient des hommes véritables, les saisons étaient de vraies saisons, le ciel était bien plus bleu qu'aujourd'hui. De mon temps, nous n'avions à Noël qu'une orange, mais c'était un cadeau tellement plus précieux que les innombrables colifichets de la société de consommation,
parmi vous les plus jeunes riront, ils ont tort, parce que vous aussi, vous allez dire un jour « de mon temps » et on saura que c'est toujours l'évocation d'un âge d'or. Donc ce temps de la mémoire, qui tisse, je vous l'ai dit, différentes modalités du temps, nous situe dans la longue durée. Et cette longue durée nous permet déjà d'échapper à la tyrannie de l'instant. Nous sommes dans une société très marquée, dans des sociétés très marquées avec la mondialisation par l'accélération du temps. Vous savez bien que nous n'attendons plus un courrier, nous attendons sur notre boîte mail une réponse immédiate. Et si elle tarde à venir, un quart d'heure plus tard, on se dit que fait-il ? Il en est ainsi de presque toutes les dimensions de la vie. On peut déclarer sa flamme par SMS ou rompre par SMS, ça prend exactement 1 minute ou moins d'1 minute. Or, nous sommes pris dans la nasse du présent. Et cela vaut aussi pour la manière dont nous recevons les événements. Vous savez bien que nous sommes dans une culture de la une, de l'événement, une culture où, au fond, ce qui s'est passé la semaine dernière appartient déjà à une lointaine préhistoire. Le retour à la littérature orale permet une mise en perspective. Une mise en perspective qui va, par exemple, nous permettre d'inscrire notre propre vie dans la durée, de réfléchir au parcours qui est celui du héros de conte. Un parcours qui est jalonné par des épreuves. Or, qu'est-ce qu'un héros de conte? Vous le savez bien, c'est un personnage handicapé à l'origine. Il est petit, il est pauvre, il est chétif, parfois il est sot. Si c'est une fratrie, il est le cadet de la famille dans des sociétés dominées par le droit d'aînesse. Et cependant, au terme des épreuves qu'il a affrontées avec l'aide des donateurs, avec l'aide de sa volonté, de sa détermination aussi, il fera sa place au soleil. Il parviendra au but qu'il s'était fixé. Il gagnera l'oiseau de vérité ou l'eau qui rend verdeur de vie. Et dans ce parcours positif, aux heures sombres de notre vie, et il y a des heures sombres, n'est-ce pas? Aux heures sombres de la séparation ou du deuil, de la perte d'un être cher ou de ce que nous vivons comme une trahison, eh bien nous pouvons puiser dans les contes une énergie nouvelle, car nous savons que même au plus noir de la nuit, au bout du conte, il y a une lumière. Vous savez, c'est la lumière que le petit Pousset va apercevoir du haut de son arbre lorsqu'il s'élève au-dessus de la forêt pour apercevoir une lumière qui est une promesse ou qui est une menace. Cette mise en perspective nous permet de prendre du champ. Elle nous permet aussi d'acquérir la conviction que les difficultés de la vie, que les épreuves de la vie, eh bien, nous enseignent un art qui n'est pas mince, c'est celui de la résilience. C'est un terme évidemment qui existe en physique, mais pour nous, c'est l'art de naviguer dans les torrents, l'art de faire des épreuves que nous avons traversées, des échecs que nous avons rencontrés, une force. Et voilà pourquoi on peut puiser dans la fréquentation de la littérature orale une énergie inépuisable. Il y a autre chose. Il y a le fait que les contes, les récits dont nous parlons, ne connaissent pas de frontières. Ils ne connaissent pas de frontières parce que les conteurs sont des nomades, parce que ce sont des errants, des voyageurs sans feu ni lieu, c'est-à-dire sans corde ni pieu, des voyageurs qui allaient de ferme en ferme, contant les contes, chantant les chansons, des sortes de trouvères à l'usage des fermes, à l'usage des communautés paysannes et non des châteaux. Et ces hommes qui ne connaissent pas de frontières, eh bien, ils content des récits qui invitent, qui nous invitent à ouvrir nos portes et nos cœurs à celui qui vient. Et voilà pourquoi on évoquait à l'instant la mémoire des migrants, la mémoire des sans-papiers. Les conteurs sont par excellence des sans-papiers. Du reste, leur seul trésor était souvent le support de la parole. Eh bien, face à l'étranger qui vient, les contes nous incitent et nous invitent à accueillir cette parole, qui n'est pas une parole étrangère, puisque c'est une parole humaine. Ils nous enseignent que l'étranger, c'est peut-être un ami que l'on n'a pas encore rencontré. Ils nous enseignent aussi qu'il faut ouvrir nos portes. À celui qui frappe à la porte, dit le proverbe, on ne dit pas « Qui es-tu ?» On dit « Assieds-toi
et digne. Le conte est une parole orpheline, disait un jeune étudiant tunisien qui est devenu conteur par la suite. Je leur avais demandé, dans le cadre d'un atelier d'écriture, de définir ce qu'était pour eux le conte. Le conte, c'est une parole orpheline, disait-il, peut-être même une parole bâtarde, parce qu'elle ne connaît pas son père et qu'elle est condamnée sans cesse à chercher en nous sa maison. Donc, accueillir les contes, accueillir les mythes, accueillir les légendes, accueillir le trésor dont je vous parle, pour le faire vôtre, pour le lire, pour le transmettre, pour le conter, pour l'adapter librement, eh bien c'est une manière d'ouvrir l'horizon, mais c'est une manière aussi de devenir plus attentif aux petites étincelles de merveilleux que comporte notre quotidien. Car ces textes sont infiniment attentifs à l'infiniment grand, au cosmos, aux étoiles, au soleil, à la lune, et Dieu sait que nous avons des étoiles aux plantes, des récits qui comptent le respect de l'univers, d'un homme en harmonie avec le cosmos, mais il nous enseigne aussi la culture de l'infiniment petit. Et peut-être en prendrai-je pour finir quelques exemples dans les devinettes. Des devinettes qui, vous allez le voir, répondent aux questions que l'enfant se pose et nous pose, mais peut-être aussi à des questions que vous vous posez. Qu'est-ce qui passe dans le bois sans déchirer sa robe de soie? Le rayon de soleil qui danse, ou bien la brume à travers les arbres? Qu'est-ce qui a ses tétines sur l'échine? Le fromage blanc, lorsqu'il sort de la faisselle, parce qu'il a ses petits tétons. Vous voyez la culture de l'objet quotidien. Je l'étouffe et elle m'étouffe. C'est la douleur. Lequel de tes enfants aimes-tu le plus? Le plus petit, répond la devinette populaire, jusqu'à ce qu'il grandisse. Le malade, jusqu'à ce qu'il guérisse. L'absent, jusqu'à ce qu'il revienne. Terre blanche, semence noire, 5 bœufs tirent la charrue. C'est la main lorsqu'elle écrit. Vous voyez que le cadre de ces 13 minutes, et je mesure le temps qui s'écoule et s'en va, rendait totalement impossible pour moi le fait de vous raconter un conte. Mais croyez, je vous prie, Hannah Arendt lorsqu'elle nous dit qu'aucune philosophie, aucun aphorisme, aucune analyse ne peuvent se comparer en intensité, en plénitude de sens avec une histoire bien racontée. Croyez-moi, ce trésor, faites le vôtre. Je suis heureuse que le chant du grillon nous interrompe. Il a sa place dans les contes. Et peut-être qu'une autre fois, je vous raconterai ce qu'il nous dit. Voilà, merci.